Hello hello, bonjour à tous, c'est Oxium57 pour la chaîne YouTube. Aujourd'hui on lance la nouvelle série Je vous parle de quelqu'un. L'épisode 1, comme vous le voyez, sera consacré à Enzo Ferrari, qu'on surnomme aussi le Commandador, commandant en italien. Certes, je pense que vous connaissez tous et toutes les voitures Ferrari, mais finalement, trop peu de personnes connaissent véritablement l'homme qui se cache en dessous, à savoir Enzo Ferrari, un homme ambitieux, un homme téméraire, un homme, je dirais, parfois culotté, vous le verrez. Et donc, commençons tout de suite l'épisode. Alors, Enzo Ferrari, de son vrai nom Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, est né le 18 février 1898 à Modène, en Italie donc. Il faut savoir que dès le départ, Enzo Ferrari, il a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que quand il naît, ses parents ne vont pas le déclarer tout de suite officiellement ce jour-là, du fait de la rigueur des conditions météorologiques. Parce qu'il y avait de la neige, beaucoup de neige à cette époque. Ses parents ne pouvaient pas sortir du fait du climat. Et donc, il est déclaré que 2 jours plus tard. Donc, Enzo Ferrari, il a pour père Alfredo Ferrari. Donc, Alfredo Ferrari, qui est originaire de Capri, de la ville de Capri, donc qui est une province de Modène, qui n'est pas très très loin du coup d'où est né Enzo. Et du coup, le père d'Enzo Ferrari, donc Alfredo, il faut savoir qu'il était à la tête d'un atelier de fabrication de poutrelles métalliques. Et à partir des années 1900, le père d'Enzo Ferrari, Alfredo donc, il ajoute à cet atelier de fabrication de poutrelles métalliques un petit atelier d'entretien de voitures. À cette époque, en 1900, il faut savoir qu'il y a très peu de voitures. La plupart des gens n'en possèdent pas. Et peut-être qu'Alfredo il s'est dit, tiens, c'est le truc qui est en train d'émerger, il faudrait peut-être que je fasse en sorte de me lancer là-dedans. Et c'est là que Enzo Ferrari, il va faire ses premiers pas dans la mécanique automobile. Il apprend les rudiments du métier et en parallèle, il fait des études à l'école technique de Modène. Euh, voilà. Et vient la date du 6 septembre 1908. Enzo a alors 10 ans. Ils seront avec son père sur le circuit de Boulogne. Et là, il voit le pilote Felice Nazzaro. Felice Nazzaro. Donc il voit donc le pilote Felice Nazzaro qui gagne l'épreuve de la Coppa Florio, donc qui était une course automobile à l'époque, au volant d'une Fiat. Fiat qui était le constructeur, on va dire, majeur en Italie à cette époque, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et puis, ça commence à aller mal dans la vie d'Enzo Ferrari, puisque
son père Alfredo et son frère aîné décèdent en 1916 de la grippe lors d'une forte épidémie. Enzo, il va interrompre ses études pour trouver un emploi. Parce que du coup, il se retrouve seul avec sa mère. Et donc, il doit un peu subvenir aux besoins du foyer, en quelque sorte. Mais il est toutefois mobilisé peu de temps après et affecté au ferrage des mulets, où il va contracter lui-même la grippe. Donc, cette grippe, c'est la grippe espagnole dont on parle. Et lui, il la contracte lors de l'épidémie de 1918, mais fort heureusement, il ne décédera pas et réchappera à cette épidémie. Bien, comme vous l'avez constaté, nous nous sommes arrêtés sur la date de 1916. Donc nous sommes en plein pendant la Première Guerre mondiale, qui sévit également en Italie. La guerre se termine, comme vous le savez, en novembre 1918. Et Enzo Ferrari, il commence à être... je vous parlais du fait qu'il était culotté. Il va tenter de se faire embaucher par Fiat, à Turin. Finalement, à force de culot et de tenter les choses, il finit par trouver un emploi de manutentionnaire et livreur dans une entreprise qui transforme les camions militaires, Lancia, en voitures de tourisme. Donc finalement, il n'est pas embauché chez Fiat, mais il trouve un emploi de manutentionnaire livreur qui transforme donc les camions militaires qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale en véhicules, disons, lambda. Voilà. Pour l'ancien donc. Et lui, il est chargé de livrer le châssis destiné à une carrosserie de Milan. Il fait une expérience en fait de conducteur expérimenté quand même. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, mais en tout cas, il est expérimenté dans ce qu'il fait. Et là, lors de ses déplacements à Milan, il fait la connaissance de Ugo Sivossi. Ugo Sivossi, bon là on voit pas très bien. Ugo Sivossi, voilà. Au volant d'une Alfa Romeo P1 en 1923. Alors, c'est qui Ugo Sivossi? Ugo Sivossi, c'est un jeune pilote qui était avant cycliste. Et grâce à lui, Enzo il va être engagé comme pilote d'essai pour le petit constructeur CMN. CMN qui veut dire Costruzioni Meccaniche Nazionali. Un peu avant Pâques 1919, Enzo il va s'installer en plein centre de Milan. Et c'est là qu'il va commencer à fréquenter moult pilotes et constructeurs. Et il va attendre la reprise des compétitions automobiles qui aura lieu le 24 août 1919 au Danemark avec une course remportée par l'Italien Fernandino
minois. Ça y est, la guerre est définitivement passée. Les courses automobiles redémarrent en Italie. Et du coup, il se dit, ça y est, je vais me lancer en tant que pilote. Et pour participer à la course de Parme Poggio di Berceto, eh bien Enzo Ferrari, ce qu'il fait le 5 octobre 1919, il achète une CMN 1520 et il convainc son ami Nino Barretta d'être son coéquipier. Il n'a jamais fait de course automobile. Pour l'instant, c'est pas un pilote. Mais n'empêche qu'il arrive 4e de sa catégorie et 11e de la course derrière le gros pilote Antonio Ascari. Antonio Ascari. Voilà. Antonio Ascari. Antonio Ascari qui est le créateur de la marque Ascari. Hein, on pourra en parler si vous voulez. Donc Antonio Ascari qui est le vainqueur absolu au volant d'une Fiat Grand Prix 1914, une Fiat Grand Prix 1914, et qui court cette Fiat Grand Prix 1914 à 83,275 km de moyenne, ce qui est énorme pour 1919, rappelons-le. Ferrari, donc à cette époque, il n'a que 21 ans. Et dès le 23 novembre de l'année 1919, après avoir participé à la course Parme Poggio di Berceto, il va participer à une très grande course, très connue en Italie, qui s'appelle la Targa Florio. Et là, il se place 9e. Ensuite, il enchaîne. En 1920, il va piloter une Isotta Fraccini 4500 Grand Prix de 1914. Et c'est juste avant qu'il entre comme pilote de course chez le fameux Alfa Romeo. Il rentre comme pilote de course chez Alfa Romeo sur une Alfa Romeo 2040 biblock. Et là, il se place 2e à la Targa Florio. En 1921, il termine la course. Il termine à la 3e place de la course de Parme Poggio di Berceto, la course qu'on a parlé tout à l'heure. Et là, carrément, il gagne la Coppa del Alpi à Ravenne. Il est de nouveau victorieux en 1923. Et cette année-là, c'est une année qui commence à être vraiment décisive pour Enzo Ferrari, car il est présenté au Baracca. Il est présenté au Baracca, qui est une vieille famille de la noblesse italienne, dont le fils Francesco Baracca, je vais vous le montrer. Voilà, Francesco Baracca avec son avion. Et là, vous allez le remarquer assez vite. Vous voyez un cheval cabré sur l'avion de Francesco Baracca. Un cheval cabré noir. Et c'est pas pour rien que ce cheval cabré noir
sera choisi comme emblème de Ferrari, hein, parce que, comme vous voyez, il va s'en inspirer, Enzo, pour créer son blason. Donc, reprenons. Oui, il voit donc le fils Francesco Baracca, qui était l'as des as dans l'aviation italienne. Et la comtesse, et c'est la comtesse Paolina, qui va lui donner le droit d'utiliser le cheval cabré, donc qui se trouvait sur l'avion de son fils Francesco Baracca, qui va être abattu au-dessus de Montello, dans son avion. Là, vous voyez que les choses commencent à se préciser tout doucement. En 1924, il obtient la plus belle victoire de sa carrière, car il remporte la coupe Arcebo de Pescara au volant d'une Alfa Romeo, toujours une Alfa Romeo RL cette fois. Et il surpasse les puissantes Mercedes. Ce jour-là, il reçoit le titre de cavaliere. Son mécanicien étant alors Eugenio Siena. Voilà. Là, vous voyez Eugenio Siena. Donc, qui était en 1924. Oui, qui était donc en 1924 le mécanicien personnel du pilote Enzo Ferrari. Enzo, il va faire une pause de 3 ans. Entre 1924 et 1927, il ne court pas du tout. Et Enzo, il va reprendre la course automobile en 1927 donc, avec des résultats qui sont moins prestigieux. Parce qu'entre-temps, il y a de nouveaux championnats qui sont apparus. En 1931, il connaît un de ses plus beaux succès et termine deuxième du circuit des 3 provinces contre Tadzio Nuvolari, qu'on considérait comme le fou du volant de Montou. Donc Tadzio Nuvolari, le voici. Tadzio Nuvolari. Alors peu après, il décide de mettre un terme à sa carrière de pilote automobile. Je le rappelle, il était dans la firme Alfa Romeo, si vous avez bien suivi jusqu'à présent. Mais il continuera quand même en tant que directeur sportif, toujours dans cette firme Alfa Romeo, jusqu'en 1939. 1939, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, chez Alfa Romeo toujours, il s'occupe de nombreuses tâches, comme des rapports avec les fournisseurs. Et lors du Grand Prix de 1923, la nouvelle Alfa Romeo P1, elle est décevante. Hein. Enzo, comme il est directeur sportif, il est impressionné par la marque Delague. La marque Delague, qui, rappelons-le, est une marque française. Donc il est impressionné par la marque Delague. Pourquoi ? Parce que cette marque utilise le fameux V12, qui équipe le modèle de course de LCV.
Du coup, Enzo Ferrari, il se dit qu'il va équiper ses voitures de V12. Et du coup, il a une obsession, en quelque sorte, à ce moment-là, pour le V12. Il se dit, il faut que je mette un V12 dans mes voitures. Et il va convaincre Luigi Bazzi et Vittorio Jano, deux des meilleurs techniciens de Fiat. Rappelez-vous, il a bossé pour Fiat. Il va les convaincre de travailler pour Alfa Romeo. Là, vous voyez un peu le culot que peut avoir Enzo Ferrari. Et le 1er décembre 1929, avec deux associés, donc Alfredo Cagniotto et Mario Tadini, il a l'accord également d'Alfa Romeo. Il fonde à Modène une société sportive. Et cette société sportive, vous la connaissez tous. C'est la Società Anonima Scuderia Ferrari, dont l'activité est de seconder les propriétaires privés et pilotes de haut niveau de voitures Alfa Romeo. Là, ça y est, la Scuderia Ferrari est créée. Et l'activité principale au début, il faut savoir que, donc c'est du coup j'ai dit de seconder les propriétaires privés et pilotes de haut niveau de voitures Alfa Romeo. Il faut savoir qu'au début c'est une filiale d'Alfa Romeo. Et la Scuderia Ferrari, elle devient seulement indépendante en 1940. C'est-à-dire qu'en 1940, Enzo Ferrari, il s'affranchit d'Alfa Romeo et en quelque sorte, il va voler de ses propres ailes. Entre-temps, Enzo Ferrari, qui est un homme charismatique et qui est très bon en tant qu'organisateur, il parvient à gagner la confiance de plusieurs grands pilotes qui accepteront de courir dans son écurie nouvellement créée, donc la Scuderia Ferrari. Et c'est là que le surnom Commendator lui est trouvé. Parce que c'est quelqu'un qui dirige très bien, comme un commandant. C'est quelqu'un qui a le sens de l'organisation. Et voilà. Et du coup, 3 mois après avoir fondé donc, la Scuderia Ferrari, eh ben, il y a 3 victoires avec une Alfa Romeo P2. Il y a 22 participations en course, 50 pilotes inscrits et 8 victoires. Donc, c'est plutôt pas mal. En 1931, c'est là qu'on voit l'apparition du cheval cabré sur la carrosserie des voitures. Il faut savoir que c'est le cheval cabré qui est apposé sur la carrosserie des voitures, mais à l'époque, les voitures sont encore des Alfa Romeo. Comme je vous l'ai dit, la Scuderia Ferrari n'est pour l'instant qu'une filiale d'Alfa Romeo jusqu'en 1940. Autant vous dire que donc les premières Ferrari, en quelque sorte, étaient des Alfa Romeo. En 1932, il y a le comte Carlo Felice Troisi, qui est un excellent pilote amateur, qui va racheter les parts d'Alfredo Cagniotto et qui devient président de l'écurie Ferrari en 1932. La Scuderia Ferrari remporte la Targa Florio. Elle se classe deuxième
remporte la Coupe Messina, remporte les 24 heures de Spa, la Coupe Acerbo et la Coupe Gaonga. Beau palmarès. En 1933, Alfa Romeo est racheté par l'État italien et se retire de la compétition. « 1933, c'est une année importante, également dans le monde de l'automobile. Parce qu'un nouveau concurrent sérieux apparaît dans le monde des courses automobiles. Ce concurrent, vous le connaissez aussi toutes et tous. C'est le français Bugatti. Aujourd'hui, on connaît Bugatti, notamment pour la Veyron, pour la Chiron. Et il y a une tension forte entre Ferrari et Bugatti. Du coup, il se dit, les coéquipiers qui travaillaient avec Ferrari, ben, ils partent chez Maserati, ils partent chez Bugatti, ils partent chez les nouveaux concurrents. Hein. Mais quand même Ferrari, il finit par obtenir les fameuses Alfa Romeo P3 et il va quand même embaucher de grands pilotes comme Luigi Fagioli, Giuseppe Campari. Giuseppe Campari, donc je vais vous le montrer. Le voici, Giuseppe Campari. Mais vraiment pas de bol pour Enzo, parce que Giuseppe Campari, il va trouver la mort dans un grave accident sur le circuit de Monza. En 1934, Luigi Fagioli, il va quitter Ferrari aussi, pour Mercedes. Et les Mercedes, ils deviennent de plus en plus performantes. Mais il y a le pilote Guy Moll qui trouve la mort à bord d'une Mercedes. Faut savoir que, petit aparté, qu'à cette époque-là, les courses automobiles, c'était quelque chose de vraiment très dangereux, où il n'y avait pas toutes les normes qu'il y a aujourd'hui. Il y avait beaucoup de morts sur les circuits. En 1935, il y a le pilote Tazio Nuvolari. Il revient chez Ferrari et il conduit une nouvelle voiture monoplace extrêmement puissante, la Bimotore, équipée d'un moteur 16 cylindres, qui a été entièrement conçu à Modène. Et du coup, Ferrari, il retrouve de sa superbe en gagnant encore des victoires. En 1936, Enzo il est dans une année de consolidation. Ses pilotes Tazio Nuvolari et Nino Farina représentent vraiment le succès d'Alfa Romeo sur les circuits. Et c'est là que Enzo Ferrari il va acquérir vraiment sa réputation d'homme coriace, têtu et volontaire. Donc, disons qu'en 1936, ça commence vraiment à marcher, à fonctionner. Vient alors 1937. 1937, on est dans l'époque fasciste. La guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale va bientôt éclater. Donc en 1937, l'État italien est dirigé par Benito Mussolini. Je pense que vous connaissez tous Benito Mussolini.
et il tente d'instrumentaliser la Scuderia Ferrari pour mettre la Scuderia Ferrari au service de sa politique étrangère. Alfa Romeo, ce qu'il va faire, il augmente son contrôle à 80% et rapatrie le département course de Portobello à Milan. Enzo Ferrari, lui, il va se centrer sur le développement de nouveaux moteurs, de petites cylindrées pour la future Formule de Grand Prix. Mais là, Enzo Ferrari, il va connaître de sanglantes défaites face au constructeur allemand, qui est le constructeur allemand, notamment avec Mercedes, qui deviennent de plus en plus puissants. L'année 1938, il y a la création du département Alfa Corse. Donc là, c'est vraiment Alfa Romeo, il crée un département vraiment spécialisé pour la course. Et du coup, ça absorbe la Scuderia Ferrari. Tout est déménagé de Modène, là où est né Enzo Ferrari, à Milan. Enzo Ferrari, il va tout vendre à Alfa Romeo et il accepte une clause de non-concurrence contre une importante somme d'argent. 1939, ça y est, la Seconde Guerre mondiale éclate. Enzo Ferrari, il quitte Alfa Romeo en déclarant « Je ne souhaite pas abdiquer mes convictions ». Le commendator Enzo Ferrari ne supportait plus de se sentir entravé et souhaitait retrouver sa liberté. Du coup, Enzo Ferrari, il retourne chez lui à Modène. Il réoccupe les locaux il réoccupe ses locaux et il va fonder la société Auto Avio Costruzioni, qui est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques pour avions. Rappelez-vous ce que je vous ai parlé avec le cheval cabré sur l'avion, et d'automobiles également. Il y a quand même un petit groupe de ces anciens mécaniciens qui le rejoignent, et ils travaillent sur un nouveau projet de voiture de course, l'AAC 815. Donc ils vont travailler sur cette voiture. Là, on fait un saut après la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, vous vous doutez bien que le bilan pèse lourdement, puisque les ateliers Ferrari, ils doivent fabriquer des machines-outils. Et nous pourrons revenir à l'automobile qu'en 1945, de coup, à la fin de la guerre. Et c'est là que va naître la véritable première Ferrari en 1947, la Ferrari 125S, qui est considérée comme la première Ferrari, c'est-à-dire non plus une Ferrari, une Alfa Romeo avec le blason Ferrari posé dessus, mais là on est sur une véritable Ferrari à part entière. La Ferrari 125S, la voici. Et du coup, qui est considérée comme la première véritable Ferrari de l'histoire. Après que Enzo, donc, s'est affranchi d'Alfa Romeo. Donc là, c'est bon. Enzo Ferrari, il est lancé. Il s'est affranchi d'Alfa Romeo. Il a fait
sa première voiture. L'histoire commence. L'histoire est en marche. Alors, faut savoir que les premières Ferrari n'étaient pas rouges, elles étaient jaunes, car le rouge était la couleur nationale attribuée aux véhicules italiens de Grand Prix. Hein, donc d'abord c'était jaune et après les Ferrari sont devenus rouges. La première victoire de Ferrari en tant que réelle marque affranchie d'Alfa Romeo a lieu le 15 mai 1947 sur les circuits de Rome, avec comme pilote vainqueur Franco Cortese au volant de la fameuse Ferrari 125S. Comme je vous l'ai dit, c'est le début de la gloire pour Enzo Ferrari. Les années passent. On arrive en 1956. Son fils Dino donc de son vrai nom Alfredo Ferrari, qu'on surnommait Dino Ferrari, hein. Eh bien, en 1956, son fils meurt à l'âge de 24 ans de dystrophie musculaire. Cependant, Enzo Ferrari, donc du coup, il aura tendance à se cloîtrer dans son bureau ou chez lui. Et finalement, il se remettra jamais vraiment de la mort de son fils. En 63, la firme italienne connaît des difficultés financières. Hein, donc là, ça avait bien commencé, et là, ça va mal. Le constructeur américain Ford, il a à deux doigts de prendre le contrôle de Ferrari. Il y a un audit de négociation. Enzo Ferrari, il va annuler brusquement le projet de vente. Entre-temps, Ford lance la GT40, dans le but étant de battre Ferrari sur le terrain où il règne en maître, notamment aux 24 heures du Mans. En 1969, après plusieurs années sans succès, Fiat rentre à 50% dans le capital de Ferrari et va apporter des solutions financières pour relancer la machine. Avant la mort d'Enzo Ferrari, on apprend que Piero Lardi, qui était directeur administratif de la Scuderia, était le fils caché d'Enzo Ferrari. Un nouveau rebondissement. Dino, comme je vous l'ai dit, meurt en 1956. Et c'est Piero qui assure la relève du père Ferrari. Enzo Ferrari, lui, il décède le 14 août 1988 à l'âge de 90 ans. Bien que sa mort ne soit rendue publique que le 16 août, soit 2 jours plus tard, selon ses volontés. Et lors du Grand Prix d'Italie en 1988, le 11 septembre, la Scuderia réalise le doublé grâce à Gerhard
Berger et Michel Olborato, quasiment un mois après la disparition d'Enzo Ferrari. Et pour l'anecdote, ça sera l'unique défaite de l'écurie McLaren Racing cette saison. Quelques années plus tard, Ferrari remporte 5 titres de pilote, 5 titres de pilote consécutifs, avec le fameux Michael Schumacher entre 2000 et 2004, et 6 titres de constructeur consécutifs entre 1999 et 2004, pour consolider sa place de plus grande écurie de Formule 1 de l'histoire. En 2002, apparaît la Ferrari Enzo qui est là pour rendre hommage à Enzo Ferrari. Voilà. Petite chose à ajouter, il y a eu aussi, je ne voulais pas montrer, la Ferrari Dino, qui porte le nom donc, de Dino Ferrari en hommage au fils disparu d'Enzo Ferrari, Dino. Voilà, c'en est terminé pour Enzo Ferrari. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous voulez qu'on parle d'un pilote en particulier, qu'on fasse un épisode plus axé sur Alfa Romeo ou sur Dino Ferrari ou sur Bugatti ou sur Mercedes ou peu importe, dites-moi-le dans les commentaires et à bientôt.